On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de cette transformation que vit en ce moment le club d'expression orale Toastmaster, qui fait du leadership aussi. Mais d'abord, parlons des logements sociaux parce que la nouvelle mairesse André Bouchard a décidé d'en faire une réelle priorité de son administration. L'enjeu des logements sociaux n'est pas un truc d'actualité dont on parle très, très souvent. Occasionnellement, oui, dans les campagnes électorales, ça revient, mais une fois que les campagnes électorales sont terminées, généralement, ça reste un peu lettre morte. Là, ce qui est frappant depuis l'élection municipale de novembre dernier, c'est que visiblement, la mairesse André Bouchard en fait un cheval de bataille, revient avec cet enjeu-là pour effectuer des demandes. Et là, ça tombe bien parce qu'il y a un nouveau programme, le programme d'habitation abordable Québec. Donc, c'est quand même une enveloppe de 200 millions. Donc, possiblement que la Ville de Saint-Jean veut tirer son épingle du jeu là-dedans. Bref, on en parle avec deux conseillers municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'abord, Marianne Lambert, bonjour à vous. Bonjour. De même que Sébastien Godette, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes tous les deux maintenant sur le conseil de l'OMH, qui est l'Office municipal d'habitation, maintenant même présidente du conseil. Donc, de quelle façon vous voyez cet enjeu-là du logement abordable, d'autant qu'en ce moment, on le voit avec l'augmentation des propriétés et donc, de facto, de l'augmentation des loyers. Pour les gens qui sont seuls ou les gens qui sont à faible revenu, c'est un enjeu important. Effectivement. Ce qui se passe depuis quelques années, les gens, en moyenne, qui ont pas mettons qui sont sur la liste d'attente d'un HLM ou d'un programme PSL, payent de 50 à 60 de leurs revenus pour se loger. Si on prend quelqu'un qui gagne entre 20 et 30 de l'heure, mettons, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens que cette personne-là paye 1 000, 1 500 pour se loger par mois. Fait que ça, c'est un gros enjeu. Il faut travailler avec nos gouvernements. Il faut travailler aussi avec la Ville. Madame Bouchard, notre mairesse, est ouverte à ça, la direction générale aussi. Puis il va falloir trouver des façons qu'on puisse accélérer le processus pour pouvoir avoir de nouveaux logements abordables. Parce que dans les années 80-90, il y avait occasionnellement de nouveaux HLM ou des habitations à prix modique qui poussaient. Puis après ça, ce qu'on entendait, c'est « Ah, le fédéral a coupé les subventions, le fédéral a coupé les subventions ». Puis pendant plusieurs années, même honnêtement, de mémoire à Saint-Jean, je ne me rappelle pas le dernier qu'on a construit, honnêtement. Là. Si je ne me trompe pas, c'est 2013. On parle de 2000. On va fêter bientôt les 10 ans Oui. des dernières constructions de logements sociaux à Saint-Jean. Donc, Et pourtant, les besoins, eux, continuent d'augmenter pareil. Là. bien oui, effectivement. Puis la bulle immobilière fait en sorte que les promoteurs qui avaient des terrains qui étaient potentiellement développables pour des logements sociaux font le choix de bâtir des condos, bâtir des appartements de luxe. On le voit dans la ville depuis plusieurs années. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, le problème s'agrandit d'année en année. Et là, nous, on vient d'être élus et on constate que c'est le dossier majeur dans la municipalité. Là, depuis l'élection, on entend parler des logements sociaux pratiquement tous les jours. Et avec l'incendie des 32 logis sur la rue Le Sieur, ça a accentué la demande parce que ces logements-là étaient déjà abordables. Et là, on se ramasse avec 32 logements inexistants qui se rajoutent à la pénurie qu'on vivait avant l'incendie. Donc, ça amène des problématiques qui sont importantes pour la ville. Bien, revenons à la fameuse règle du 25 de revenus, parce qu'il y a 25-30 ans, quand moi je faisais des nouvelles ou des entrevues sur des HLM, on appliquait la fameuse règle du 25 On devrait, en principe, prendre 25 de nos revenus et les allouer au logement. Or, dans les faits, quand on est dans un HLM, tant mieux, on peut le faire, mais les listes d'attente étaient parfois, c'était des années avant d'avoir accès à un logement. Donc, pendant ce temps-là, quelqu'un qui est à faible revenu va probablement mettre la moitié de son revenu pour se loger. Et c'est là que ça crée un déséquilibre dans la vie de ces gens-là. Et avec la bulle immobilière qu'on vit, bien, ça n'ira pas en s'améliorant. Là. Effectivement. Puis c'est pas normal non plus. Alors, c'est pour ça qu'on s'assoit. On a eu beaucoup de réunions, que ce soit avec la directrice de l'OMH. Je sais aussi que M. Lemieux a été rencontré. On essaie aussi d'approcher des propriétaires, des gens aussi qui voudraient faire certains projets en partenariat avec l'OMH. Mais c'est pas facile à trouver. Alors, c'est ça. On est comme limité, mais on est ouvert à plusieurs propositions. Là, le programme qui nous importe, c'est le programme Habitation abordable Québec. Mais est-ce qu'on sait s'il y a encore de l'argent ou des subventions potentielles de la part du fédéral?
Bien, il y a toujours des enveloppes qui sont existantes. L'enjeu, c'est qu'on doit présenter des projets. Et l'enjeu qu'on vit à Saint-Jean, c'est sûr et certain qu'au niveau de l'OMH, il y a une nouvelle direction. On est arrivé en pleine pandémie avec cette nouvelle direction-là. Donc, je pense qu'on a pris un petit peu de retard dans la préparation de projets et dans la présentation de projets. Donc, moi, je vous dirais qu'à court terme, il y a des sommes d'argent qui sont disponibles, mais la Ville, en collaboration avec les différents partenaires, on doit présenter des projets. Puis ça, je vous dirais que c'est la commande qu'on a de Mme Bouchard, c'est présenter des projets puis amener des investisseurs à vouloir faire du logement social à Saint-Jean. Puis voyez-vous, on a rencontré pas plus tard que la semaine dernière des gens de l'OMH des Mascoutins, puis il y a énormément de projets qui sont présentés, là. Donc, si une région comme Saint-Hyacinthe est capable d'avoir des logements sociaux pratiquement à chaque année, bien, c'est pas normal qu'à Saint-Jean, ça fasse 10 ans que ce soit rien construit en fait de logements sociaux, là. Donc, possiblement, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de projet de déposé. Écoutez, c'est un peu ça, là. L'enjeu, c'est ça. Si on dit que le dernier s'est bâti en 2013, puis honnêtement, de mémoire, je n'ai pas fait de recherche, là, mais je ne me rappelle pas avoir entendu de projet. On parle de besoins de logements sociaux. Mais honnêtement, de mémoire, des projets, moi, je ne me rappelle pas qu'on ait entendu parler d'un projet d'habitation à prix modique depuis 10 ans. Oui, puis la Ville est propriétaire de terrain. Donc, parce que souvent, pour construire des logements sociaux, ça prend des terrains. Donc, la Ville est propriétaire de terrain. Il y avait des discussions avec, plusieurs promoteurs, mais il reste que ça prenait une volonté politique de faire ça. Et puis nous, Marianne et moi, à l'OMH, c'est notre intention. C'est ça. Parce qu'à la base, la Ville comme telle ne peut pas déposer un projet d'elle-même. Elle doit s'associer donc à une organisation, un promoteur ou, dans ce cas-ci, l'OMH, qui est l'Office municipal d'habitation. Mais, comme disait Sébastien Godette, tout part de la disponibilité des terrains. C'est ça, il n'en pleut pas. Donc, avez-vous quand même minimalement quelques terrains sur lesquels la Ville pourrait potentiellement accorder son droit pour une habitation à prix modique? Ça, c'est toutes des choses qu'on est en train de regarder. Il n'y a rien de concret encore, mais il faut savoir que pour avoir droit au programme gouvernemental de la SHQ, on peut faire ça en partenariat avec l'OMH. Comme ça peut être une partie de terrain, ça peut être de la décontamination de terrain. Il faut que la Ville ait un pourcentage à mettre dans le projet. Là, c'est ça. Il faut voir tous les enjeux, le stationnement, est-ce que ça va être des blocs familiaux, est-ce que ça va être des blocs plus pour les gens de 60 ans et plus. Il faut tout regarder l'ensemble des endroits où on peut faire ça. Donc, voir s'il y a des terrains, s'il y a une possibilité, avant même de penser à soumettre un projet, là. Effectivement. Il faut regarder aussi avec l'OMH, qu'est-ce qui est possible aussi pour eux. Je sais que vous êtes tout nouveau là, sur le conseil de l'OMH, mais saviez-vous à ce jour combien il y a de personnes sur leur liste d'attente? Il y en a beaucoup. C'est ça. Je vous dirais que quand on regardait les statistiques, là, on parle de plusieurs centaines là, de personnes qui sont en attente, là. Ce qui peut résulter par quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente? Et plus. Il y en a que ça fait plus longtemps que ça qui attendent. Et plus. Les gens sont inquiets. C'est pas facile pour eux. Il y a aussi tout un ménage à faire dans la liste aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la liste, qui ont peut-être pas d'affaires sur la liste. Il y a aussi à revoir l'ensemble de la gestion du parc immobilier. On sait que parfois, il y a des enjeux au niveau de qui demeure dans les logis. Est-ce que c'est des gens qui ont le droit d'être là, ils n'ont pas le droit d'être là? Il y a tous ces enjeux-là qu'on doit revoir. Je sais que Mme Dionne a un plan par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, il y a des discussions, il y a des rencontres qui vont débuter avec Mme Dionne. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on veut avoir, nous, un état de situation. On veut savoir de où on part dans ce projet-là. Puis on veut voir les besoins à court terme sont lesquels, puis comment on prévoit les besoins à long terme. OK. Donc, nouvelle direction. Vous voulez avoir, évidemment, un état des lieux. Ça prend des projets, ça prend des terrains pour le faire. Puis, de l'autre côté, je reviens à ce commentaire-là ou à ce comparable-là avec la MRC des Mascoutins, dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Ce que je constate, Marianne Lambert, c'est que donc on est en rattrapage de notre côté ici. Effectivement. Il y a aussi les programmes PSL qui sont bien pour les gens qui ne peuvent pas s'en aller dans un HLM. Par contre, ça aussi, ça va être accordé par la SHQ.
Donc là aussi, je sais que cette année, on en a eu 8. Habituellement, c'est peut-être 3, 4, Ouais. que Mme Diane nous disait, Ouais. c'est déjà bon. Mais ça aussi, c'est un enjeu. Comment ça se fait qu'au niveau gouvernemental, on n'en accorde pas plus? Parce que ça doit être fait aussi avec l'OMH. C'est eux autres qui font le lien avec les gens qui sont sur la liste d'attente. Puis ça aussi, ça serait quelque chose qui ferait en sorte que la liste d'attente pourrait diminuer. Puis je suis convaincue qu'il y a certains propriétaires qui aimeraient en faire partie des programmes PSL, mais il y a toujours l'enjeu aussi avec le gouvernement. Là, concernant le programme d'habitation abordable Québec, donc c'est une enveloppe de 200 millions, mais de ce que je comprends, c'est que Mme Bouchard souhaite qu'on puisse déposer un projet dès le 1er mars. Bien, dans Le le 1er fond, mars, c'est comme dans quelques jours. tout à fait. Dans le fond, les mises en candidature commencent à partir du 1er mars. Donc, nous, on souhaite être en mesure de pouvoir déposer un projet. Ah oui? On a été approchés par des promoteurs, des gens qui auraient peut-être des terrains disponibles. Donc, la direction de la ville, avec l'OMH, travaille justement à être en mesure de pouvoir déposer un projet. Et on aurait quelque chose à soumettre là, dans les prochains jours? Écoutez, on le souhaite fortement. Je sais que les fonctionnaires de la ville travaillent énormément sur le projet. Je vous dirais que c'est un objectif, c'est un objectif réaliste. Par contre, comme je vous dis, il y a un enjeu de temps là, avec lequel on doit évoluer. La question que je me pose, c'est bon, là, OK, on va tenter de déposer un projet idéalement d'ici le 1er mars. Mais évidemment, là, il y a des délais qui vont embarquer là-dedans tout ça. Là. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là. Effectivement. Fait que c'est pour ça qu'on travaille beaucoup et qu'on a beaucoup de rencontres. Oui. C'est pour ça que le programme PSL, comme Marianne nous disait, c'est qu'en attendant d'avoir des nouveaux immeubles, bien, ce programme-là peut permettre à un propriétaire d'avoir des gens qui étaient sur notre liste d'attente. Exactement. Donc, ce n'est pas nécessairement un immeuble à loyer modique qu'on construit, mais on est capable de placer des gens de la liste d'attente sur ce programme-là. Donc, exemple, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous voudriez avoir un appartement à soumettre dans un programme PSL, c'est possible. Bon, c'est sûr et certain que le programme PSL, il encadre le propriétaire dans le prix du loyer. Ça, c'est un enjeu parce que vous le savez, à Saint-Jean, la hausse des loyers est faramineuse depuis quelques années. Donc, c'est sûr que... Mais il y en a des propriétaires qui ont de l'intérêt. Il s'agit de leur transmettre l'information et de leur expliquer le programme. Et ça, je vous dirais que c'est dans les priorités de Marianne avec l'OMH de donner de l'information. Dernière question. Il y a peut-être des promoteurs qui nous regardent en ce moment. Effectivement. En quoi ça peut être attrayant pour eux autres d'embarquer là-dedans? Parce que ce que je comprends, il n'y a pas tant d'appétit de la part des promoteurs. Peut-être qu'ils ne connaissent peu ou mal les programmes, mais en quoi un promoteur qui nous regarde en ce moment dit « Hey, ça serait une bonne chose que je fasse ça? » Bien, écoutez, si on parle du programme PSL, donc la personne va payer selon son revenu et l'autre partie est remise par le gouvernement du Québec au propriétaire. Donc, en même temps aussi, c'est de redonner à sa communauté les gens peut-être qui sont plus à l'aise puis qui sont capables de le faire. Bien, tu sais, moi, je me mets à la place d'un propriétaire. Il peut se dire, bien, écoutez, moi, disons que j'ai un 16 logis, mais j'en prendrais 4 PSL là-dedans. Je pense aussi que c'est une belle façon d'aider son prochain puis de pouvoir contribuer à la santé financière de la ville. Clairement. Ça peut créer aussi une stabilité au niveau des locataires. Oui. Parce que vous savez, quelqu'un qui rentre, qui a une place en HLM ou dans un programme PSL, va demeurer pendant plusieurs années. Donc, on parle souvent, les propriétaires disent souvent, il y a une mouvance au niveau des locataires, c'est compliqué, quand les gens s'en vont, ça nous amène des coûts. Ouais. Donc là, on a une stabilité au niveau des c'est un appel à l'action sociale et communautaire de la part des promoteurs eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un geste qu'on fait envers notre communauté. Puis on sait que Mme Bouchard aussi a eu des rencontres avec des propriétaires, des gens qui ont beaucoup de logements à Saint-Jean. Une question de volonté puis de leadership. Tout à fait, tout à fait. Puis ça va passer par là pour les 4 prochaines années. À vous deux, merci beaucoup. Puis bonne chance et bien heureux qu'on remette à l'avant-plan cet enjeu-là dont on parle malheureusement trop peu souvent. Merci à vous. Merci, bonne journée. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Faisons une petite mise à jour sur les activités du club d'expression Toastmaster à Saint-Jean-sur-Richelieu qui existe depuis plusieurs années maintenant. Évidemment, la pandémie a eu ses effets, a eu ses impacts. Il y a des rencontres qui sont poursuivies, évidemment, en mode virtuel. Est-ce qu'on va revenir au présentiel? Qui sait? On verra. Mais bref, ça s'est beaucoup transformé. Deux invités pour en parler. D'abord, le président du club, Aimé Premier. Bonjour. Bonjour. Accompagné du secrétaire de Toastmaster Saint-Jean-sur-Richelieu, Fernand Paradis. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Identifié comme étant la vieille garde qui est là depuis la nuit des temps. 16 ans. 16 ans quand même. Bon. Qu'est-ce que la pandémie a changé au mode de fonctionnement du club Toastmaster Aimé Premier? Bien, déjà, on n'est plus en présentiel, ça c'est clair et net. Puis ça a changé beaucoup. Quand les mesures s'assoupissaient, à un moment donné, on avait commencé à faire une rencontre en présentiel par mois, donc la dernière rencontre du mois. Puis avec les derniers changements, ça a été vraiment difficile. Donc ce qu'on a décidé, c'est vraiment de laisser le club en virtuel parce qu'on est quand même capable de se développer en virtuel. Puis ça a ouvert toute une autre gamme d'opportunités. On a des personnes qui viennent de partout maintenant à travers le Québec, chose qu'on n'avait pas avant qu'on était en présentiel. Donc ça a changé la donne. Donc, d'avoir un accès plus élargi, donc des gens d'un peu partout. Exactement. Parce qu'en principe, Fernand, les clubs Toastmasters étaient souvent générés par région. Oui, c'est ça. La plupart des gens venaient de la région du Haut-Richelieu, là. Puis là, avec le temps, mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de quitter, justement, parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec le virtuel. Ou c'est une des principales raisons. Et avec le temps aussi, on a été obligé, question de temps, on est obligé de quitter le club Optimiste où nous étions depuis de nombreuses années. Sur la rue Jacques-Cartier dans Saint-Eugène. Depuis 2007 que nous étions là. Fait qu'on a décidé de quitter pour s'en aller justement à virtuel. Et aussi une fois par mois, quand c'est possible, mais de ce temps-ci, c'est plutôt difficile. On se retrouve à l'espace Moïco là, en hybride. Parce que là, on fonctionne en hybride, dans le sens que les gens de la région qui veulent venir peuvent venir, mais étant donné qu'on a des gens qui viennent de Châteauguay, de Québec, de la Beauce ou de Saint-Hyacinthe, mais il faut fonctionner avec le virtuel et à la fois le virtuel. OK. Donc, on a terminé du côté de la salle des optimistes à Saint-Eugène. Ouais. Maintenant, l'espace Moïco ici dans le centre-ville sur la rue Richelieu. Ouais. Exact. Mais dans une formule hybride, évidemment, quand les mesures le permettaient, j'imagine. Donc, avez-vous eu quand même quelques occasions en hybride? Oui, on a fait au moins 3 rencontres, Ouais, 3 à 4 rencontres en hybride comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ceux qui sont à la maison ne manquent pas ces rencontres-là. Ils sont quand même capables de nous voir pour une première fois de plein pied, voir comment on utilise notre gestuelle, comment on fonctionne quand on est en présentiel devant un vrai micro. Et on a même eu des gens qui se sont déplacés, qui sont hors de Saint-Jean, qui sont quand même venus parce qu'ils sont arrivés quand on était déjà en virtuel. Fait qu'ils n'ont jamais essayé en présentiel. Donc, ils sont venus voir, en fait, qu'est-ce que ça donnait de faire un discours en présentiel. Puis ça a été très enrichissant aussi. Est-ce qu'on sait si les autres clubs Toastmasters au Québec ont eu, disons, ont vécu un peu sensiblement la même chose que nous ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est-à-dire que leur clientèle s'est diversifiée, s'est élargie? En très grosse partie, oui. C'est un peu le même phénomène, en fait, parce que les gens veulent utiliser ça comme une opportunité. Au lieu de se limiter à la région où est-ce qu'on est, pourquoi pas laisser tout le monde venir? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des clubs qui ont reçu des gens qui viennent des États-Unis, qui veulent améliorer leur français, par exemple, qui décident de se connecter à des Zooms pour des clubs au Québec. Les gens de l'Ontario, même chose, viennent au Québec. Les gens du Québec vont dans des clubs en Ontario pour apprendre l'anglais. Donc, cette opportunité-là, je ne pense pas que beaucoup des clubs vont la refuser. Fernand, évidemment, vous êtes là depuis très, très, très longtemps. Ouais. Comment vous voyez cette transformation-là? Vous avez vécu le club d'une façon X pendant nombre d'années. Arrive la pandémie, ça bouleverse un peu les choses. Comment vous voyez ça? C'est différent. C'est sûr que c'est vraiment se retrouver devant un Zoom, c'est vraiment, à toutes les semaines, ça demande un peu d'adaptation, je peux dire, dans ce sens-là. Mais avec le temps, on vient qu'on casse s'y faire, mais c'est sûr qu'on a bien hâte des fois de se retrouver en présentiel.
Et au niveau des clubs, c'est sûr, on a eu des gens qui viennent d'un peu partout au Québec, je peux dire. Là. Puis on est reconnu ici à Saint-Jean quand même comme un club assez actif, assez motivé, assez dynamique. Et d'ailleurs, notre ami Aimé, qui est président, est à la fois directeur du secteur qui regroupe 4 clubs, je crois, c'est ça. Fait que, il peut voir ce qui se passe aussi dans d'autres clubs, puis je pense que dans d'autres clubs, c'est pas nécessairement mieux que chez nous. Tu veux dire, on subit tout, comme je disais tantôt, les clubs de service présentement subissent les contre-coups de la pandémie. On le vit, nous autres aussi, au sein du Club Optimiste, là, présentement, là, où c'est plus difficile d'avoir des réunions, pas de souper, pas de ci, pas de ça. Fait que ça démotive les gens, puis bien, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils restent à la maison ou ils font d'autres activités. Mais c'est comme on vit un peu, je pense, des émotions opposées, parce que dans notre travail, je prends mon propre exemple, moi, je travaille pour une entreprise où j'ai des collègues qui sont aux 4 coins du Québec. Donc, avant la pandémie, nos rencontres se faisaient en conférence téléphonique. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais... Puis moi, je détestais ça parce que, premièrement, des fois, j'ai des problèmes d'audition, puis là, c'est qui parle, puis là, tu peux pas lever la main pour dire hey, « là, tu coupes l'autre », puis c'est un peu ardu. Donc, le fait d'être en vidéoconférence aujourd'hui, c'est un réel bénéfice. C'est un très gros bénéfice, en effet. Par contre, une fois ou deux dans l'année, on se faisait des rencontres en vrai dans un hôtel, je sais pas moi, dans les Laurentides, en Estrie ou à Québec ou peu importe. Là, évidemment, ça, on n'a pas eu ça dans les 2 dernières années. Donc, est-ce que, dans le fond, l'avenir, c'est un peu l'équilibre entre les deux? C'est exactement ça. Parce qu'on ne peut pas que rester en virtuel, parce qu'il y a des habiletés qu'on ne peut pas développer en virtuel. Mais être en virtuel a aussi énormément d'avantages. Je vais vous en nommer 2 rapidement. Premier avantage, on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Notre club est très innovateur, puis moi, je suis consultant en innovation, puis j'essaie de challenger mon club à aller plus loin. On a inventé des méthodes de développer notre habileté à parler en public qui n'existaient pas avant. On a maintenant comme des émissions en ligne, on a des défis en 1 minute ou moins, où quelqu'un prend son cellulaire à la maison, il doit se défier lui-même à faire un discours en 1 minute. Il faut être précis, concis. 1 minute, tu ne dois pas dépasser les 60 secondes. Mais ça permet de développer des choses que, avant qu'on était en présentiel, on ne filmait pas quelqu'un avec un cellulaire pendant 1 minute. Mais de la maison, je peux le faire. Puis après, on partage ça entre nous, on reçoit des commentaires. Deuxième chose, quand on est en virtuel, on ne peut pas, ça c'est vraiment, vraiment difficile, être capable de lire certaines expressions des gens à travers l'écran. C'est pour ça que ça ne peut pas toujours rester en virtuel. Donc, de temps en temps, nous, on va faire vraiment des événements où on va pouvoir se rencontrer en présentiel pour être capable d'avoir cette chaleur humaine qu'on a peut-être un peu moins. C'est ça. Il y a des choses qu'on ne détecte pas dans une caméra. Voilà. Mais à l'opposé, c'est vrai que là, on nous demande très souvent, surtout avec Zoom et compagnie, de parler à une caméra sur notre ordinateur ou téléphone. Quand on fait l'évaluation d'un discours, mais c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas voir nécessairement la gestuelle. Ce qu'on voit, c'est ses mains, tu sais, mais bien souvent, quand on va analyser un discours, on va regarder l'espace qu'elle prend sur le territoire. Mais parfois, il y a une nervosité qu'on ne saisit pas à l'écran. Je prends un bref exemple. Lorsque quelqu'un s'adresse, disons, il est assis à une table, mais tape du pied, on ne le voit pas, ça, à la caméra. Non, c'est ça. Mais si on est à côté, on va le sentir que la personne est un peu nerveuse. Puis, par contre, ce qu'on voit, c'est que la personne a bouche à rail. C'est ça. Ça, là, ça arrive souvent. Il y a par contre une chose qui est vraiment importante pour les gens qui vont nous écouter, c'est que le volet leadership est très important dans Toastmasters aussi. Puis honnêtement, le volet leadership se développe plus facilement à distance qu'en présentiel. Parce que les gens sont capables de rentrer dans le conseil d'administration, venir aux rencontres à des heures qui seraient vraiment difficiles. Tu sais, par exemple, de 17h30 à 18h30. Tu sais, la plupart des gens, ils viennent d'arriver à la maison, le temps de conduire au club, garer son auto, s'asseoir pour le conseil d'administration. C'est plus difficile. Puis en plus, on a aussi le service de mentorat qui est en lien avec le développement du leadership. Fait que les gens peuvent avoir son propre coach, choisir l'horaire qui vous tente, faire vos rencontres en privé. Ça, c'est cool. Là, vous avez quoi? Une rencontre par semaine, mais là, c'est important de souligner, c'est que les rencontres ont changé d'heure. Avant, c'était de 19h à 21h. Maintenant, c'est de 18h30 à 20h30. C'est ça. Considérant le fait qu'on a les familles, entre autres. Toujours le mercredi? Le mercredi soir, c'est ça. Donc, tous les mercredis, 18h30. À 20h30. En virtuel. En virtuel. Généralement, c'est en virtuel. C'est Ouais. ainsi, là, avec le gouvernement qui nous a pas mal. Mais là, c'est ça, avec la levée des mesures, parce que là, plus les semaines avancent, on a l'impression que la pandémie va s'éteindre, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autres variants. On se croise les Donc, on se croise les doigts, mais donc, en principe,
il devrait y avoir plus de gens en présentiel dans les semaines à venir. Oui, bien en fait, on va le confirmer. On a un conseil d'administration au début du mois prochain. On va pouvoir décider est-ce qu'on fait toujours une fois par mois ou est-ce qu'on va plus faire quelque chose au trimestre. Fait que ça va être à décider dans les prochaines semaines. T'as un autre enjeu aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, puis il y en a d'autres qui viennent de Saint-Jean. Fait que des fois, il y a plus de... Ben, je dirais pas. Il y a autant de monde qui vient de l'extérieur qui viennent de Saint-Jean. Fait que c'est sûr que là, on fait ça en hybride, hein, veut pas. Moi, j'ai notre vice-présidente au recrutement, elle vient de Châteauguay. On a un autre qui vient de la Beauce. On a une de Saint-Hyacinthe, là, qui est là présentement. On a 13 membres actuellement. C'est sûr qu'on a le membership avec le fil du temps a diminué un peu. Là, et c'est inévitable, là, dans ce sens. Bien, il y en a qui aiment moins le virtuel, pour d'autres pour qui c'est pratique. Fait qu'on est probablement dans une transition. Là. On est dans une transition, puis je pense pas que ça va s'arrêter maintenant. Il y a comme... Au début, je pensais que c'était générationnel. Je me disais que les gens plus âgés vont avoir la misère, mais c'est pas ça. Non, je sais. Moi aussi, on mélangé. pense que c'est l'âge, mais c'est pas tant l'âge. Moi, je dis souvent, il y a des jeunes vieux, puis il y a des vieux jeunes. J'aime ça. Ça paraît. Exact. Mais OK, Quand, donc, on arrive pour remettre des... parce qu'on a des concours, pas des concours, mais des évaluations de discours. Généralement, on a 3 discours dans une soirée. Mais on remet des... Pour le meilleur discours, la meilleure évaluation, on met des certificats pour le meilleur. Avant ça, on donnait ça à la main, tu sais. Puis la bonne nouvelle, c'est que, dans le fond, c'est que les gens auront toujours besoin de développer leurs habiletés en termes de communication orale. Et c'est important de savoir qu'il y a des outils comme le Club Toastmaster qui peuvent développer le talent d'expression orale. À un coût abordable. Et à un coût très abordable. C'est ça. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Puis longue vie à cette transformation du Club Toastmaster. Merci. Bienvenue. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils seront à nouveau admis dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville pour les séances du conseil municipal. Donc, les mesures sanitaires ont été, disons, allégées et le public pourra désormais assister aux échanges de nos élus municipaux. À demain. Bye-bye.